sommes le 12 août 1922 en Italie, à Naples, pour la 6e édition du Trophée Schneider et qui est la course la plus populaire de l'époque. Course qui servait de démonstrateur technologique pour l'aéronautique, l'édition de 1922 ne fait pas exception à la règle. À bord du Supermarine Cialon 2, le pilote britannique Henry Biard bat le record de l'ex-vainqueur Giovanni Briganti en atteignant les vitesses symboliques de 234 km/h. Vitesse symbolique car c'est la première fois qu'un vainqueur de trophée dépasse les 200 km/h, mais aussi car contrairement à ses prédécesseurs, le Supermarine Cialon 2 était équipé d'un moteur en ligne, une motorisation qui à l'époque n'a permis à aucun avion de remporter la compétition. L'équipe de Napier ne le sait pas encore, mais leur technologie dominera les 20 prochaines années de l'aviation militaire, comme le montrent les prochaines éditions du Trophée Schneider où exclusivement des avions avec des moteurs en ligne s'imposent. 20 ans plus tard, le jeune Hans-Joachim Mersenne, pilote de la Jagdgeschwader 27 à bord de son Bf 109 Eutrope, réalise l'exploit de sa vie en abattant 18 avions en une seule journée. La force de cet exploit, des bonnes tactiques, de l'expérience sûrement, gagnant indéniablement et bien évidemment une bonne machine, le Bf 109 G2, avec un DB 605, issu de la série des Daimler-Benz 600, série que nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes le 30 janvier 1963, Adolf Hitler devient chancelier du III Reich. Une semaine après sa nomination, lors d'une réunion, le Führer réitère les points fondamentaux de sa politique. L'avenir de l'Allemagne dépend exclusivement de la reconstruction de la Wehrmacht. Par ces mots, Hitler marque directement la volonté de reconstruire une armée, et ainsi suivra très vite une armée de l'air. En avril 1933 est créé le RLM, ou Reichswuffministerium, qui se traduit par ministère de l'aviation du Reich. Entre 1933 et 1945, ce ministère sera responsable du développement ainsi que de la production des avions. Les personnes les plus importantes qui sont à retenir sont Hermann Göring, bras droit d'Hitler qui, entre 1933 et 1936, sera responsable du Reichswuffministerium, puis Erhard Milch, qui dirigera la production aéronautique de 1937 jusqu'en 1945. Bien que le ministère de l'Air soit né en 1933 pour affirmer les ambitions national-socialistes, l'industrie allemande est pour global le domaine aéronautique du Reich accuse plusieurs décennies de retard par rapport à ses concurrents occidentaux, qui se manifeste par le fait qu'en 1932, 3200 personnes étaient impliquées dans la production aéronautique allemande qui permettait au maximum de produire une centaine d'avions. Ce n'était pas le savoir-faire qui manquait à l'Allemagne, car des entreprises connues comme Bayerische Motorenwerke, Daimler-Benz, Henschel, Baum & Voss étaient capables de produire des avions à des cadences plus élevées avec des niveaux qualitatifs nettement supérieurs. Ce manque de production ainsi que sa proportion de l'économie allemande était dû aux restrictions du traité de Versailles qui avait vu ce secteur s'effondrer des années 1920 dû au fait que peu de constructeurs avaient réussi à se reconvertir dans le civil et que le Reich vert ne disposait d'aucune armée de l'air et donc ne pouvait passer aucune commande auprès des entreprises. L'arrivée de Hermann Göring au sommet du ministère de l'Air ne va peut-être pas permettre un développement optimal de cet dernier, mais va permettre d'accumuler d'immenses capitaux et ainsi de faire du développement de l'aviation militaire une priorité. Pour compenser ces retards par rapport à ses concurrents qui sont la production ainsi que la technologie, ainsi que pour préparer la nouvelle génération de chasseurs qui va permettre au Reich d'assumer ses ambitions expansionnistes ainsi que idéologiques, grâce au déblocage de crédits illimités, le RLM va investir dans de nombreux secteurs de l'aéronautique, développement de nouvelles cellules, construction d'usines et formation du personnel. Développement d'avions pour de nouvelles doctrines telles que l'aviation d'assaut avec le Henschel 123 ou le Ju-87 pour le bombardement en piqué, et bien évidemment, avec cette nouvelle génération d'avions, il sera aussi nécessaire de développer une nouvelle génération de moteurs. Même si l'Allemagne avait subi les restrictions du traité de Versailles, dans les années 1920, le gouvernement allemand a accordé des subventions pour favoriser le développement de l'industrie aéronautique civile. Aussi, plusieurs compagnies avaient réussi à créer des filières dans les pays étrangers pour quand même poursuivre le développement de nouvelles technologies dans le domaine de l'aviation. On avait signé des accords avec l'Union soviétique pour expérimenter de nouvelles technologies, que ce soit dans le domaine de l'aviation ou des blindés. C'est ainsi qu'en 1934, l'entreprise Daimler-Benz sortit le DB600. Développé à partir du V12 Daimler-Benz F4A, un 4 cylindres en ligne en V inversé à 60 degrés, entrant dans le cadre de la nouvelle génération des moteurs allant à 1000 chevaux. Le DB600 pesait lors de sa première version 545 kg,
Dès le début de la conception, la firme allemande fit des choix comme par exemple l'utilisation d'un moteur en V inversé qui lui offrait plusieurs avantages. Le moteur offrait une meilleure visibilité au pilote, la position plus basse des cylindres offrait un meilleur accès et donc une meilleure maintenance. L'échappement plus bas ne dégradait pas la vision du pilote, la configuration en V inversé offrait une meilleure lubrification des moteurs, ce qui permettait d'augmenter la durée de vie. L'installation sur les avions était plus simple. Le moteur était construit en acier, en alliage d'aluminium, en alliage ferreux, en alliage de manganèse, en alliage de cuivre. Comparé au Junkers Sumo 211, le moteur offrait une meilleure aérodynamique grâce à ses radiateurs plus petits. Du point de vue de la technologie, le DB600 était suralimenté par un compresseur centrifuge qui offrait un taux de compression de 6,5 pour 1, permettant une combustion plus efficace du carburant, augmentant aussi la puissance du moteur. Ainsi que de meilleures performances à haute altitude. Pour donner une comparaison, les taux de compression du Rolls-Royce Merlin tournaient autour des 6 pour 1. Aussi, le RLM avait l'idée de favoriser les moteurs à injection, toujours dans l'optique de disposer d'une combustion plus efficace. Aussi, l'utilisation d'un injecteur permettait aux avions de faire des manœuvres en G négative comparé à des carburateurs plus traditionnels. Comme vous vous en doutez, pour parler du DB600, il faudra que je parle des avions qui étaient équipés de ce moteur pour décrire ses performances. Mais ne vous inquiétez pas, il ne manque pas d'appareils pour évaluer cette belle machine. Il était monté sur des avions tels le Messerschmitt Bf 109, le Bayerische Flugzeugwerke 110 et aussi les premières versions du Heinkel 111. On sait sur des avions moins connus comme le Dornier 17 ou le Junkers 90 ou le Junkers 88. Les premières versions du Bf 109 étaient équipées du Junkers Sumo 210 mais elles devaient être interchangeables avec le groupe motopropulseur de Stuttgart. La combinaison des designs simples et efficaces de Willy Messerschmitt avec la puissance et l'aérodynamisme du DB600 font que le moteur est capable de propulser des avions à plus de 400 km/h comme le BF-110. Bien que le DB600 ait montré des performances prometteuses, il est assez bizarre de ne pas retrouver le moteur sur les premières versions des BF-110, des Heinkel 109 et des BF-109 de série. Nous retrouvons le Junkers Sumo 210, on peut aussi constater qu'aucune version du moteur n'a participé à la guerre civile espagnole due à la complexité du moteur. Lorsque le RLM lançait la production du moteur en série, ils remarquèrent qu'il y eut une grande baisse qualitative comparée aux versions produites à l'unité, ce qui força le RLM à retravailler les scènes de montage pour sortir des produits combinant fiabilité et qualité. Dès 1935, alors que la parité entre le Junkers Sumo 110 et le DB600 existe, dans la quête de toujours plus de puissance et de l'optique de battre son adversaire Junkers, Daimler-Benz sortit le DB601 A0, suivi du DB601 A1. Successeur du DB600, le principal avantage était l'utilisation d'un système d'injection moteur offrant des avantages tactiques comme la possibilité de faire des manœuvres 0G ou tout simplement d'offrir une meilleure propulsion d'essence et donc ainsi d'augmenter le rendement du moteur qui vous fait passer de 1000 chevaux à 1100. Bien évidemment, le moteur ne vient pas sans défaut, comme par exemple au niveau du poids où le DB600 pesait 545 kg contre le 600 A0 qui pèse 190. Fonctionnant avec une essence à un niveau d'octane de 87, le taux de compression était de 6,9 pour 1. Grâce à ces performances, le moteur s'impose comme le meilleur choix pour les intercepteurs légers comme lourds pour les designers allemands démontrés sur les préparations du BF109E et du BF110C. Malheureusement, dû au succès du nouveau moteur, beaucoup de constructeurs sont équipés leur avion du DB600. En effet, par exemple, le Heinkel 111, qui à la base devait être équipé d'un DB600, dut passer à des Junkers Sumo 210 puis 211, même moteur que le Stuka, tout comme les Dornier 17 et les Dornier 215. Ou juste par exemple, petite histoire, Ernst Heinkel étant extrêmement déçu de voir que le Heinkel 112 n'avait pas réussi à remporter le Rüstung Fuchsendrei sur l'appel d'offres dans la compétition qui verra le RLM adopter en 1931 le tout nouveau Bayerische Flugzeugwerke 109 avait décidé de créer en réaction le Heinkel 100, un avion motomoteur similaire au BF109 mais qui se passait en termes de vitesse et qui se montrait beaucoup plus complet sur tapant, mais qui fut refusé par le RLM tout simplement parce que Mercedes n'arrivait pas à fournir des cadences de production suffisantes pour assumer la production pour un nouvel appareil. Cela est la raison pour laquelle le Focus 90 fut lancé en 1941. Avant de passer à la suite, je tiens à préciser que le DB601A était la version destinée au Messerschmitt BF109, d'autres sous-versions existent comme le DB601B1, une version étant destinée au BF110, on parle de moteurs avec de légères modifications nécessaires, comme des changements au niveau du rapport d'hélice-moteur qui était légèrement plus faible pour le BF110, permettant de transporter des charges plus lourdes et aussi d'avoir une meilleure rédaction, contrairement à celle du BF109 qui était plus élevée, pour avoir une meilleure agilité ainsi qu'une meilleure vitesse, des performances essentielles pour un intercepteur pur. Au cours de la guerre, Daimler-Benz sortit une nouvelle version du DB601 étant le DB601E.
une version du moteur qui offrait plus de vitesse, plus de puissance, autour de 1350 chevaux, et qui utilisait le carburant standard B4 avec un taux de compression de 7,5 pour 1. Alors en soi, parler des performances pures du DB101 est assez compliqué. Quand on voit les performances du BS110 et surtout du BS109E entre 1939 et le printemps 1940, on peut dire que Daimler-Benz a fait très fort. La Luftwaffe domine sur tous les fronts sur lesquels elle est engagée, Pologne, pays scandinaves, Benelux, France. À travers le BS109, Daimler-Benz démontre la puissance de l'Allemagne qu'elle a su rattraper son retard et voire même dépasser certains de ses concurrents. Grâce aux tactiques telles le Schwarm, expérience acquise durant la guerre civile espagnole, et grâce à la pépinière d'as en 1939 telle Adolf Galland ou Werner Monders, l'Allemagne fut une entrée plus que fracassante dans la Seconde Guerre mondiale. Malgré ses bonnes performances, à l'été 1940, le BF109E et indirectement le DB601 se retrouvent confrontés au plus gros challenge de leur existence, soit la bataille d'Angleterre. Cette fois-ci, le Luftwaffe n'a pas pour rôle d'essayer la Wehrmacht comme elle a été conçue, mais bel et bien d'accomplir un objectif à elle seule, qui est d'acquérir la supériorité aérienne au-dessus de l'Angleterre. Malheureusement pour elle, elle n'y arrivera jamais. Durant ces 6 mois intenses, le BF109 se montre bon. Mais malheureusement, c'est le problème, il se montre justement. Alors qu'avant, il avait été très bon, voire même excellent. En soi, ce n'est pas de la faute de Messerschmitt ou de Daimler-Benz, c'est surtout le fait que l'avion n'est pas adapté à son rôle, dû à son autonomie de seulement 100 km qui ne lui laisse que 15 minutes au-dessus de l'Angleterre. Aussi, l'un des points les plus importants pour Messerschmitt et Daimler-Benz, c'est le fait qu'ils trouvent le Supermarine Spitfire, un adversaire qui malheureusement est à leur hauteur et qui peut les dépasser dans certains domaines. Le BS109 a bon mieux monté que le Spitfire, ce dernier compense par l'agilité, l'injection moteur aide beaucoup quand il s'agit de faire des manœuvres, l'expérience du pilote allemand aide aussi beaucoup, mais elle ne peut compenser les pertes et l'incapacité de l'aviation allemande à remplacer ses pilotes à un rythme glissant, ce qui fait qu'au bout de 6 mois, Hitler lâche lentement l'éponge. Pour ce qui est de notre ami le BS110, son cas est plus proche du ridicule que de la catastrophe. Face à des appareils nettement meilleurs que lui, que ce soit au niveau d'agilité ou des vitesses, le BS110 se voit simplement dépasser les plupart des compartiments, ne restant compétitif que dans l'armement et dans le rayon d'action, mais malheureusement cela ne compense ses lacunes au point où l'avion passe d'escorte de bombardier à lui-même se faire escorter pour aller escorter les bombardiers, une situation plus proche du ridicule que de la catastrophe. Daimler-Benz et Bayerische Flugzeuge doivent se retrousser les manches pour désormais chacun battre respectivement l'un de leurs plus sérieux concurrents dans l'aéronautique, l'un l'entreprise Supermarine et l'autre le constructeur automobile Rolls-Royce. En réaction, à l'hiver 1940, sur les dernières versions du BS109E et du BF110F avait été monté le DB600N, successeur du DB600E avec bien évidemment encore plus de puissance, pesant 610 kg, équipé de nouveaux compresseurs pour de meilleures performances pour haute altitude, appelé Verbessertenlader ou chargeur amélioré, qui offrait un taux de compression de 8,2 pour 1, ainsi que l'utilisation d'un tout nouveau carburant, le C2, à base de carburant naturel ou le C3 à partir d'essence de synthèse. Avec un indice d'octane de 100, en comparaison, les alliés utilisaient le AVG gaz 100 pour 130 avec un indice d'octane de 130. Prometteur sur le papier, malheureusement pour Daimler-Benz, l'expérience ne passe pas très bien. La composition différente entre le C2 et le C3, cela faisait que le moteur était enclin à des problèmes de dissolution d'huile et le moteur a été créé pour le C2. Avec des différences ultérieures de déroulement en raison de l'utilisation de ce type de carburant qui ne s'évaporait pas et ne pénétrait pas dans le circuit d'huile, ce qui causait des problèmes de fiabilité ainsi que des problèmes de maintenance pour le Luftwaffe, obligeant cette dernière à retirer le moteur du champ de bataille et donc à inciter Daimler-Benz à revenir à la version E. Logiquement, avec une bonne réputation, le DB601 n'est pas passé que par la version allemande. En effet, au début de la Seconde Guerre mondiale, et même avant, l'Italie avait reçu des BF-109, des BF-110, des Junkers 87, et ainsi a pu mettre sa main sur cette petite marque de technologie et avait trouvé intéressant d'acheter les licences de moteur, ce qui donne les Alfa Romeo LA1000 et les LC401 Imanzone, ce qui donnera la naissance du Macchi 200 ou le Folgore. La combinaison de l'ingénierie allemande avec les amis italiens a créé un appareil qui s'est montré nettement supérieur à ses prédécesseurs comme le Macchi 200 Saito. Le Macchi, avec le DB601, s'est démontré comme un très bon appareil, rapide et agile, certes avec un rendement inférieur à celui du BS109 avec seulement des mètres 7 et de 7,7 mm contre des canons de 20 mm pour le BS109. L'armement finira par tendre vers des 20 mm mais il faudra attendre un certain temps avant que cela n'arrive. L'avion était tout de même l'un des meilleurs de la Seconde Guerre mondiale et si on prend en compte le passé aéronautique de l'Italie, ceci ressemble à un énorme coup de force pour le pays. L'avion restait cher et complexe à produire pour l'Italie, qui pour rappel avait un complexe militaro-industriel qui n'avait pas évolué depuis les années 20, qui était resté l'artisanat.
L'avion est produit à seulement 1500 exemplaires et la série des maquis rappelle à quel point un bon avion n'est rien sans un bon moteur. L'Italie n'était pas le seul pays à avoir acquis la licence du moteur allemand. Dans les années 1930, l'Empire du Japon avait acheté des versions de l'Allemagne et avait découvert le moteur. Suite à cela, les dirigeants japonais décidèrent de construire un avion à partir de ce moteur. Bien sûr, il fallut acquérir le moteur, c'est ainsi qu'après cette acquisition qui donna le Kawasaki A40, après plusieurs années de travail, connaissait fin 1941 le Ki-61. L'avion pour l'armée de terre japonaise était radicalement différent de ses pairs, équipé d'un moteur en ligne alors que chez les japonais dominait le moteur en étoile. On parle d'un avion avec des caractéristiques comme un armement relativement lourd comparé au Ki-43 Oscar, disposant aussi d'un blindage contrairement à la majorité des avions de l'Empire du Levant. Il est entièrement fondamental et est équipé de réservoirs auto-obturants. L'avion s'est très vite montré comme étant cher et même sur le papier et en test, l'avion s'est montré comme catastrophique en termes de disponibilité, dû à la fiabilité exécrable de son moteur qui était due à la piètre qualité de l'outil japonaise qui, même si elle avait acquis le DB601, n'était pas en mesure de le faire dans des conditions décentes. On estime qu'il y avait une perte de 100 chevaux entre la version allemande et la version japonaise. Les pénuries de ressources accentuaient les problèmes de fiabilité. Le théâtre d'opération a aussi été un vecteur de perte de fiabilité. Le théâtre tropical d'Asie du Sud-Est n'aidait pas à la préservation de la mécanique et le fait que les Japonais n'avaient pas tropiqué les appareils comme les Britanniques et les Allemands ont fait en Afrique du Nord a encore plus dégradé la fiabilité de l'avion. Je pourrais aussi mentionner les problèmes d'huile pour lubrifier le moteur ou, comme je ne l'ai pas mentionné pour l'Italie et donc pour le Japon, les problèmes d'essence de qualité à haut niveau méthane pour ces deux pays qui n'avaient pas créé de secteur de production d'essence de synthèse pour pallier les embargos et les blocus des pays alliés, ce qui pouvait causer des pertes de puissance allant de 10 à 30%. Bon, faisons un petit peu de ce moteur. En 7 ans, Daimler-Benz a réussi à augmenter la puissance du moteur de 1000 à 1400 chevaux, soit un gain de 40% en termes de puissance. Le taux de compression est passé de 6,5 à 7,5 pour 1 et aurait même pu monter à 8,2 avec la version N. Commencée en 1937, la production se terminera en 1943 avec 19 000 exemplaires de construits. Comme je l'ai dit plus tôt, Daimler-Benz et Messerschmitt devaient travailler d'arrache-pied pour arriver à dépasser leurs concurrents Supermarine et Rolls-Royce, et leurs efforts finirent par concrétiser. Ce n'est pas tant grâce à Daimler-Benz qui n'arrivera pas à fiabiliser son DB601N, mais grâce à Messerschmitt qui, grâce à l'expérience acquise durant la bataille d'Angleterre, proposera une nouvelle version du BF109, le BF109F Friedrich, plus rapide, plus agile avec un meilleur taux de montée et une meilleure vitesse de pointe. Le 109F fera de l'année 1941 la meilleure de Luftwaffe. L'arrivée du Full 50-10 qui est complémentaire au 109 renforcera cette domination. Le Blitzkrieg reprend avec Barbarossa en Union soviétique et la PK Corps en Afrique. Sur ce théâtre émerge une nouvelle génération de pilotes après celle des Gallant et des Manders. Cette fois-ci, c'est celle des Marseille, Hartmann, Unterreich ou Winter Novotny. Si nous nous recentrons sur le DB601, Daimler-Benz doit certainement être déçu que la dernière version de ce moteur a tout simplement bidé. Aussi, l'entreprise se rend compte que la série des 601 commence à arriver à bout de souffle, les limites de puissance semblent être atteintes en termes de développement. Aussi, le moteur connaît des problèmes de surchauffe qui doivent être réglés. Daimler-Benz va aussi l'équiper d'un nouveau compresseur pour pouvoir avoir plus de puissance et pour pouvoir voler à plus haute altitude. Aussi, l'entreprise allemande doit prendre en compte qu'elle n'aura pas d'essence à haut niveau d'octane, qu'elle n'en sera pas non plus de nouveaux matériaux stratégiques pour la conception de ses voitures moteurs, et devra donc toujours se passer de nickel pour ses cylindres, de tungstène ou de chrome pour ses moteurs. Alors que l'Amérique va entrer en guerre et que l'Allemagne doit désormais de rationaliser sa production pour produire toujours et encore plus, dans le prochain épisode, nous verrons comment l'équipe de Albert Friedrich a réussi à créer le successeur pur et dur du DB601. Mais comment finir cette vidéo? À travers le Daimler-Benz 601, nous pouvons dire que le Reich trouve tous ses paradoxes ainsi que toutes ses ambitions.